qui est responsable du comportement illicite des casques bleus et des forces autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Quel est le droit applicable et qu'en est-il justement de la réparation? Ces questions ont leur réponse dans un ouvrage qui vient de paraître, Les forces des Nations Unies et responsabilité internationale, opération de maintien de la paix de l'ONU, imputation et réparation. L'ouvrage de plus de 100 pages, 115 au total, vient de paraître aux éditions universitaires européennes en Allemagne. Et son auteur, c'est un Congolais, il est avec moi sur ce plateau. C'est un jeune écrivain, il se nomme Michel Kaboyi. Bienvenue. Merci. Monsieur Kaboyi, vous êtes licencié en droit international pour vous présenter de manière laconique de l'Université protestante au Congo, UPC. Et vous êtes formé par la coopération technique belge sur la problématique des relations nord-sud. On voit ici les riches et les pauvres. Oui. Et puis, vous êtes détenteur d'un master supplémentaire en droit international à l'Université catholique de Louvain. Et puis, vous êtes chercheur au Centre des transformations des conflits dans la région des Grands Lacs. Voilà tout ce que nous pouvons dire sur vous. La toute première question, pourquoi? Question banale. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Je crois que c'est le tout premier ouvrage. L'aventure est-elle facile? Qu'est-ce qui vous amène dans ce monde de l'écriture? Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Comme vous savez très bien, lorsque les troupes des Nations Unies sont déployées sur l'état des opérations, il y a des abus, il y a des comportements illicites qui sont observés. Et dans la plupart des cas, les victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était plus que temps de coucher quelque chose sous forme d'un ouvrage, en fait de permettre de susciter un débat pour toutes ces victimes-là et pour toutes ces personnes qui se posent souvent des questions sur la responsabilité des forces des Nations Unies. Alors, vous savez très bien que dans sa mission de police internationale, l'ONU, et pour établir les conditions de paix durable dans les États déchirés par les conflits, l'ONU recourt soit aux casques bleus qui sont considérés comme ces organes subsidiaires et commandés directement par l'organisation, soit aux forces autorisées, en l'occurrence les forces régionales ou les États ou les pays coalisés. Et lorsque ces troupes... Comme c'est le cas aujourd'hui en RDC, on a pu recourir à la SADC, aux forces des pays de la SADC, effectivement, dans le cadre de la brigade internationale. Et puis la MISCA en Centrafrique, il y a également le contingent congolais et celui d'autres pays. Alors effectivement, oui, vous avez raison. Et lorsque ces troupes sont déployées sur les théâtres des opérations, il y a des comportements illicites qui peuvent s'observer. Il y a des abus, il y a des violations des obligations internationales qui peuvent s'observer. Alors, dans quelle mesure et dans quelles circonstances ou dans quelles conditions la mauvaise conduite des forces des Nations Unies peut être imputable à l'ONU et amener pour elle et impliquer pour elle la réparation? Des hypothèses majeures apparaissent dans les projets d'articles de la Commission du droit international comme probable réponse à ces hypothèses. Voilà, là vous venez justement de définir ce que c'est les forces des Nations Unies, les casques bleus directement, et puis les forces des pays de la sous-région ou de la région. Alors vous parlez également de la responsabilité internationale. Pourquoi? Justement, la responsabilité internationale, nous avons parlé de ça. Parce que quand on parle de la responsabilité internationale, on sous-attend une violation d'une obligation internationale. Et lorsqu'il y a cette violation-là, il faut qu'il y ait réparation. Alors, lorsque les casques bleus, considérés comme organes subsidiaires de l'organisation de l'ONU et commandés directement par l'ONU, commettent des faits illicites, ces comportements illicites peuvent être attribués à l'ONU, à condition que l'ONU ait conservé le contrôle effectif sur les comportements illicites. Là, vous êtes en train de répondre à la question de savoir si la responsabilité est inclusive ou se partage avec l'État contributeur des forces. Bon, justement, je vais chuter par là. Oui. Alors, lorsque le comportement illicite est l'œuvre des casques bleus, comme je l'ai dit tantôt là, qui est considéré comme l'organe subsidiaire de l'ONU,
est commandé directement par l'ONU, le comportement illicite sera imputé à l'ONU à condition que l'ONU ait conservé l'autorité, donc du moins le contrôle effectif sur le comportement illicite en question, et à ce moment-là, il doit y avoir réparation. Lorsque maintenant, le comportement illicite est l'œuvre des forces autorisées, c'est-à-dire des forces régionales ou bien des pays coralisés, le comportement illicite peut aussi être imputé à l'ONU à condition que l'ONU ait conservé l'autorité et le contrôle ultime sur ces troupes. Alors, quand vous avez posé la question par rapport à l'exclusivité de la responsabilité, disons directement que lorsque le comportement illicite provient des questions dont l'ONU n'est pas investie, par exemple la formation des troupes, le mauvais recrutement, la violation d'une obligation internationale ou bien lorsque les chaînes de commandement a été violées et que le pays contributeur a repris le contrôle sur ces troupes, le comportement illicite peut être imputé à l'État contributeur et amener cet État à réparer. Disons directement que 4 constants majeurs se dégagent pour ce qui est de la mise en œuvre de la responsabilité. Premièrement, les États contributeurs des troupes n'ont pas encore de volonté sérieuse de poursuivre les soldats fautifs. Et l'ONU aussi... Un constat qui est vrai. Effectivement. On a vu des casques bleus qui se sont compromis dans l'accomplissement de leur mission dans divers pays à travers le monde, là où ils étaient déployés, mais par la suite, ils sont rentrés et il y en a qui vaquent facilement à leurs occupations, paisiblement, alors que les victimes continuent à crier, lancer des cris de détresse. Effectivement, je poursuis, et l'ONU n'a pas encore adopté des mesures pour contraindre effectivement ces pays contributeurs des troupes à poursuivre les auteurs de comportements illicites. Pour quelles raisons ces mesures ne sont pas encore prises? Ça c'est le premier constat d'abord. Je vais en revenir à votre question. Le second constat, c'est qu'il n'y a aucune voie de recours pour les victimes des comportements illicites sur le théâtre des opérations. Le troisième constat, c'est que le cahier de charges de ces victimes-là n'est pas respecté parce que tout se traite sur le plan diplomatique, même si ces victimes sont les victimes bénéficiaires des recommandations qui peuvent venir après. Alors, cela nous amène à dire quoi? À dire que non, il faut, pour pallier à ça, il faut créer une juridiction internationale du type Tribunal pénal international pour ex-Yougoslavie, pour permettre à ces victimes-là de porter leur voix devant cette juridiction, de porter leurs prétentions et de soumettre leur cahier de charges directement sans pour autant passer par l'État ou bien sans que l'État puisse négocier. C'est la proposition que vous faites justement à travers votre livre. Effectivement. Si nous disons ça, nous prenons par exemple le cas de l'ONUSUM, de l'Organisation des Nations Unies en Somalie, où effectivement les milices américains avaient commis des abus sur les Somaliennes, mais ces pauvres Somaliennes s'étaient contentés des esquisses, alors qu'il devait y avoir réparation. Vous comprenez directement que s'il y avait cette juridiction-là, s'il y avait un tribunal pénal international ad hoc du type tribunal pénal international pour ex-Yougoslavie, ces victimes pouvaient porter directement leurs prétentions devant ce tribunal et obtenir réparation. Alors, vous avez parlé de 4 constats, vous en avez énuméré 2 à mon humble avis. Est-ce qu'il y a d'autres constats? Justement, j'ai parlé tantôt de... J'étais en train de... Je pense que j'ai tout énuméré, mais peut-être vous n'avez pas saisi. De manière je reprends encore. Oui. L'ONU n'a pas encore adopté des mesures pour contraindre les États contributeurs à poursuivre les soldats fautifs. Sur ce point-là, au lieu de revenir aux 4 constats, nous évoluons. Qu'est-ce qui fait que l'ONU tarde à prendre ces mesures-là? Justement, c'est fait à dessein? Jusque-là, oui, il n'y a pas encore de réponse appropriée à cela. Mais nous pensons, c'est pour ne pas contraindre, c'est pour ne pas amener les pays contributeurs des troupes dans l'avenir de disponibiliser les contingents. Mais nous pensons, comme les soldats de la paix, les personnels civils de l'ONU, quand ils viennent dans des pays déchirés par les conflits, ils viennent en procurer de la paix, ils viennent apporter la paix. Il serait difficile de comprendre comment les gens qui viennent apporter la paix et continuent à commettre des abus. Raison pour laquelle nous estimons, et nous pensons que c'est à ce titre qu'il faudrait, dans le cadre de l'équilibre de l'ordre international, de créer une juridiction. Là où toutes ces victimes-là, des comportements illicites des troupes de l'ONU, de la mauvaise conduite des forces des Nations Unies, pourront aller
porter leurs prétentions. Une vraie problématique de la réparation, et vous faites même une proposition, si on peut s'étendre là-dessus, et ce tribunal, généralement, c'est l'ONU qui doit le créer. Effectivement. Est-ce que vous croyez un jour, quand vous connaissez la difficulté de l'ONU, parfois pour mobiliser les troupes des pays contributeurs, est-ce que ça peut être une chose facile? Mais justement parce que ces questions avaient connu un débat au niveau de la Commission du droit international, et c'est la communauté du droit international, CDI en sigle, qui est un organe de l'ONU, qui a coulé ça sous forme des articles, par exemple, en disant en montrant comment est-ce que les responsabilités peuvent se partager entre l'État contributeur des troupes et l'organisation elle-même. Alors, comme il y a déjà ce postulat, nous disons qu'il faut maintenant aller tout droit. Donc, vous comprenez très bien que les problèmes, quant à savoir qui est responsable des faits illicites commis par les forces des Nations Unies, ce problème-là est déjà résolu. Mais il se pose maintenant un problème au niveau de la mise en œuvre. De la mise en œuvre maintenant de cette responsabilité. Et cette mise en œuvre ne peut être possible qu'en instituant un tribunal pénal dit type ad hoc pour permettre à toutes ces victimes-là de porter leurs prétentions devant ces tribunaux-là. L'Afrique, notre continent, ne peut-il pas ou ne peut-elle pas avoir sa propre force quand on parle quand même de ces dangers qui guettent justement les soldats dits de la paix? Bon, disons d'abord que l'idée de la sécurité collective au niveau de l'Afrique date de 1958 avec l'anticolonialisme, Premier ministre ghanéen Kwame Nkrumah, mais cette idée n'avait pas été matérialisée suite aux vicissitudes de la guerre froide. Donc il a fallu l'avènement de l'Union africaine en 2002 pour voir cette idée prendre de vigueur. Et il était prévu qu'à l'horizon 2010, il devrait être constitué ce qu'on appelait la force africaine en attente. Et aujourd'hui, au regard de ce que justement on a vécu en Centrafrique, est-ce qu'il n'y a pas urgence? Est-ce que vous qui côtoyez ces organisations internationales, par exemple à Addis Abeba, on ne semble pas mettre ceci ou inscrire ce point sur la liste des urgences? Justement, c'est inscrit sur la liste des urgences. Il y a même un représentant de la force africaine en attente qui est Konaté, le général Konaté. Et il se pose cependant un problème. Tout simplement parce que cette force africaine en attente dépend plus de l'extérieur. Non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan logistique. Sur le plan financier, cette force n'arrive pas à décoller tout simplement parce qu'il faut au moins 83 millions de dollars pour permettre à cette force d'être opérationnelle. Mais l'Afrique ne manque pas 83 millions de dollars. Justement, raison pour laquelle il est préconisé que cet argent-là soit puisé sur les différentes taxes des compagnies d'aviation. Et nous espérons que d'ici là, comme c'était prévu que c'est en 2010 que la force en question devrait être opérationnelle, nous espérons que tout est en train d'être mis en œuvre pour que cette fois-ci, à l'horizon 2015, comme il avait été aussi prévu, que cette force soit opérationnelle et que tous ces conflits qui déchirent l'Afrique soient cette fois-ci décantés à travers cette force au lieu de recourir tout le temps à l'organisation internationale qui est l'ONU. 83 millions pour matérialiser cette volonté, ce n'est pas une mer à boire, c'est rien pour l'Afrique. Avec toutes ces ressources, avez-vous déjà porté toutes ces idées? Surtout la proposition faite du tribunal, la création d'un tribunal pénal international ad hoc qui devrait juger les soldats de l'ONU ou des forces ou des pays contributeurs, les soldats de la paix qui se seraient justement caractérisés par des actes illicites sur le terrain. Est-ce que vous en avez parlé aux dirigeants de l'ONU? Oui, justement, à marge de mon séjour au mois de mars à New York, on a échangé sur toutes ces questions-là avec M. Hervé Lapsus, qui est le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Et il a l'exemplaire de mon ouvrage qu'il est en train d'exploiter. Il y a aussi M. Martin Kobler avec qui on a été à New York et qui a aussi l'exemplaire de mon ouvrage. Bref, c'est un ouvrage qui se trouve sur le marché international et qui fait son chemin.
Et nous pensons que ces questions, comme je l'avais souligné tantôt là, ces questions font débat au niveau de la Commission du droit international. Donc ce qui se pose actuellement, ce n'est pas de savoir qui est responsable des faits illicites, mais le problème se pose au niveau de la mise en œuvre de cette responsabilité. Pour ce qui est de la réparation, évidemment, et de la sanction. Dans votre ouvrage, vous abordez justement la place de la République démocratique du Congo dans les opérations de maintien de la paix. On a eu une riche expérience à cause de toutes les guerres qui se sont succédées dans ce pays depuis donc à la veille de l'indépendance. La RDC aujourd'hui, quelle est sa place dans ces opérations OMP? Vous aimez bien abréger comme ça. Oui. Soulignons d'abord, je tiens d'abord à souligner que la RDC a déjà connu 3 opérations de maintien de la paix. D'abord en 1960 avec l'Organisation des Nations Unies au Congo, tout récemment avec l'opération française Artemis en Ituri, et actuellement nous sommes avec la MONUSCO, ça fait pratiquement 10 ans. Nos soldats, nos policiers du moins viennent d'être formés au Cameroun sur les questions relatives aux opérations de maintien de la paix. Ceux qui sont à Bangui ou ceux qui sont sur place au pays? Je n'ai pas de précision, mais je pense que c'est parmi les lots qui a été déployé au niveau de Bangui. Parce qu'ils ont un travail formidable, ils abattent un travail formidable. Justement. Et ceux de l'armée et ceux de la police, toutes les fois, sont félicités par les Centrafricains et même par les autorités de la force de l'Union africaine. Justement, notre contingent a fait bonne impression et tout le monde est en train de vanter son professionnalisme. Mais nous disons, sur base de cette riche expérience-là, que d'autres pays africains n'ont pas connu, nous pensons qu'il est plus que temps de créer une structure, une cellule qui se chargera de toutes ces questions-là relatives aux opérations de maintien de la paix. Une cellule au niveau national. Au niveau national, effectivement, pour encadrer nos contingents, les préparer et les encadrer sur les notions, par exemple, des droits internationaux humanitaires. Alors, nos contingents ne peuvent pas se limiter, en fait, ne vont pas se limiter seulement au niveau de la Centrafrique. Oui. Nous avons parlé tout à l'heure de la force africaine en attente, qui sera composée de 5 brigades provenant des 5 régions économiques. C'est-à-dire, au niveau de l'Afrique centrale, nous aurons aussi une brigade. Donc, nous pensons qu'il est plus que temps. Même au niveau de la SADC, on pourra peut-être envoyer encore. Effectivement, oui. Nous pensons qu'il est plus que temps de créer une cellule pour se pencher sur toutes ces questions-là, encadrer nos troupes qui seront déployées. Donc il faut se préparer déjà, il faut prévenir et être prêt pour être dedans au lieu d'être surpris. Justement parce que les notions de responsabilité internationale concernent l'humanité entière. Si ces notions peuvent être appliquées au contingent Bangladesh, au contingent tunisien, ou américain ou français, donc les Congolais aussi seront concernés. Donc c'est le moment de les préparer pour ce qui est de leur formation et de leur encadrement. Très bien, alors la mention particulière à ce contingent des FARDC, surtout